Voici une présentation d'un extrait de ma recherche. Je suis candidate au doctorat à l'Université de Bergen. Et la présentation s'intitule « L'incident à la centrale nucléaire de Croasmais, la rhétorique d'EDF et de GF, donc Greenpeace, avec le grand public après cet incident nucléaire ». Et pour voir de quoi il s'agit, voici la centrale nucléaire de Croasmais. Est-ce que vous pouvez, parce que moi je peux rien voir. Alors, on voit votre PowerPoint. Hein. Oui, et les différents points. Là, pour l'instant, on a juste le contexte et l'objectif de l'étude. Oui, c'est bien ce que je craignais. Vous êtes sur votre slide 3. Attends. Ouais, et je pense que il va falloir refaire, parce que là, il n'y a rien qui se montre. Alors. C'est bon? Voilà. Maintenant, c'est bon? Oui. Oui, super. Alors, le 28 novembre 2017, 22 militants de Greenpeace se sont introduits sur le site de la centrale nucléaire de Croasmais en Ardèche pour dénoncer, selon elles, la fragilité des piscines d'entreposage de combustible usé. Le même jour, EDF et GF ont publié chacune un communiqué sur l'incident qui s'est produit en Ardèche. Il est vrai que après Fukushima en 2011, un certain nombre de pays occidentaux ont renoncé ou gelé leur programme d'énergie nucléaire. En France, pourtant, on a obtenu des réactions différentes, telles qu'en témoignent les journaux de l'époque. L'énergie nucléaire et le climat sont étroitement liés dans la conscience des gens et leur attitude envers ce sujet est souvent influencée par les différents acteurs dans le domaine, par le rôle du nucléaire dans l'économie privée des foyers, ainsi que par la préoccupation des changements climatiques. Le but principal de cette recherche est une analyse rhétorique de l'information présentée sur un même événement selon deux angles divergents. Et apparemment, il y a encore pas de points qui apparaissent. Oui, bon, je vais continuer sans les points parce qu'apparemment le PowerPoint, la présentation ne fonctionne pas trop bien. Donc, les communiqués représentent deux stratégies rhétoriques bien différentes. GF et EDF, les deux protagonistes de cet incident, ont eu des communications divergentes ou tout au moins différentes sur l'épisode de la centrale nucléaire. Dans cette situation communicationnelle, les deux émettrices y entrent avec un objectif bien défini au regard de l'accueil du public. Cependant, ils auront à gérer l'opinion préexistante qui circule sur eux dans la production du communiqué. À l'aide de quels outils rhétoriques pourrait-il au mieux assurer une réception favorable de la part du lecteur? De ce fait, il semble opportun de focaliser sur des notions comme l'éthos, le logos, le pathos ou encore le cadrage dans ces communiqués en quête de l'adhésion du public. La problématique pourrait se résumer de la manière suivante. Quels traits rhétoriques caractérisent la stratégie de EDF et de
Greenpeace respectivement. Voilà. Donc, les deux, c'est effectivement une étude de cas. Il y a le texte EDF. Et les deux communiqués se distinguent sur plusieurs plans. Celui d'EDF est constitué de 10 lignes, le tout divisé en titres et 4 paragraphes. Chaque paragraphe se sépare par un double saut de lignes. EDF souligne surtout l'illégalité et l'acte et que la situation est sous contrôle. Ensuite, le communiqué de GF est bien plus long. Il comporte 30 lignes et une photographie en couleur couvrant 2/3 de la première page. Il n'y a pas d'espace entre les paragraphes et le texte apparaît de ce fait plus dense que celui d'EDF. Le manque de logo, la densité et l'existence d'une photographie de style presque familière diminuent le côté formel du communiqué de GF. GF dénonce avant tout les failles de la sécurité autour des piscines de combustible UC et explique la nécessité de l'action menée. Donc, qu'est-ce que c'est que la rhétorique? Depuis plus de 2000 ans, les rhétoriciens essayent d'expliquer la communication en scrutant comment les êtres humains se transmettent des messages. Les réponses à ces préoccupations de transmission réussie dépendent du contexte autour de la communication. Un discours prononcé à un public donné peut connaître un succès, alors que le même discours face à un autre public aura peut-être plus de mal à susciter l'engagement de l'audience. Cicéron résume les 3 notions centrales dans la pensée grecque et latine lorsqu'il dit que la rhétorique consiste à prouver la vérité de ce qu'on affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs, éveiller en eux tout ce qui est utile à la cause. Autrement dit, les notions de logos, d'éthos et de pathos. Par ailleurs, Aristote développe le système rhétorique en distinguant 3 types d'auditeurs et 3 champs rhétoriques. Le discours délibératif qui s'adresse aux politiques. Son objectif est de pousser à la décision et à l'action. La fin et le bien, de chercher ce qui est considéré être la solution la plus adaptée à chaque situation. Puis ensuite, il y a le discours judiciaire qui s'adresse aux juges. Il vise l'accusation ou la défense et il a pour fin le juste. Le dernier, le 3e, c'est le discours démonstratif ou épidictique qui fait l'éloge ou le blâme d'une personne. Il a pour fin la valeur. En fin de compte, dans le débat rhétorique public, il ne s'agit pas de trouver une vérité universelle comme dans les sciences naturelles, mais de faire sortir des normes, des valeurs et des choix qui résonnent avec le public. Ce qui est vrai dans des situations spécifiques dépend du moment, d'où l'idée de kairos, le moment parfait. Selon Amossi, c'est toujours dans un climat d'opinion et de croyance collective que l'orateur essaye de résoudre un différend ou de consolider un point de vue commun. Le savoir partagé et les représentations sociales forment de ce fait la base de toute argumentation. Afin de convaincre son auditoire par ses dires, il est important de se faire une idée de l'image que l'auditoire porte à l'orateur. De cette manière, l'orateur peut adapter son discours à son public dans le but d'obtenir une réaction favorable. Dans ce contexte, il convient de distinguer 2 types d'éthos, l'éthos prédiscursif et l'éthos discursif. Ensuite, quelques mots sur le cadrage. À partir des années 1970, la psychologie cognitive a initié le développement de la théorie du cadrage. Goffman décrivait comment les mots, tout comme les actions non verbales, aident les individus à établir des raisonnements logiques à travers des lentilles de croyances culturelles et de visions du monde préexistantes. Antman, il note que l'emploi de cadre dans un texte
ne garantit pas l'influence sur la pensée du récepteur, puisque le poids des termes accentués est le résultat de l'interaction entre le texte et le récepteur. Le recours au schéma cognitif apte à représenter du savoir partagé augmente les chances d'obtenir les réactions recherchées. Selon Nisbet, le phénomène de cadrage s'emploie souvent dans le but de souligner certains aspects d'un texte ou un discours et de réduire ou cacher d'autres aspects. C'est ainsi que le cadrage nous invite à prêter attention à l'information sélectionnée parmi toute l'information disponible, au détriment d'une autre. Bon. Anne-Kate, il vous reste 9 minutes pour présenter. Oui. Voilà. Oui. Donc, pour le texte EDF, je vais parler de 4 catégories différentes. Je commence avec le style. La section des communiqués de presse a choisi un style avec peu de texte et beaucoup d'espace, ce qui rend le message noir sur blanc vigoureusement lisible. Le texte, à travers sa graphie et son contenu, relève la gravité de la situation et appelle à la condamnation de l'action menée sur le site de la centrale. En même temps, il rassure le public en notant que la situation est sous contrôle et que les équipes de sécurité d'EDF ont immédiatement détecté les intrus et que ces intrus sont restés en dehors de la zone nucléaire. Il ne fait pas mention de l'identité des intrus, ce qui pourrait engendrer des craintes par rapport aux attaques terroristes vu le contexte sécuritaire actuel, notamment puisque le texte souligne que les intrus font partie d'un mouvement qui multiplie ces actions illégales. Le public est aussi averti qu'il s'agit d'une infraction du Code de la défense qui donne lieu à une plainte. Le communiqué reprend le style judiciaire. Il vise l'accusation, il dénonce la malfaisance des individus qui se sont introduits de manière illégale dans la centrale et il désigne le juste. Mais avant tout, ce communiqué signale que EDF a le contrôle dans la situation. L'énonciation délocutive. Selon Charodot, l'énonciation délocutive présente ce qui est dit comme si le propos tenu n'était sous la responsabilité d'aucun des interlocuteurs en présence et ne dépendait que du seul point de vue d'une voix tierce de la vérité. L'emploi de l'énonciation délocutive jette l'auditoire dans un monde de l'évidence et projette l'image du locuteur souverain, donc EDF, en tant que porteur d'une vérité établie. Pour l'éthos, pour convaincre son auditoire, il est important de se faire une idée de l'image que l'auditoire se fait de l'orateur. De cette manière, l'émetteur, ici EDF, peut adapter son discours à son public dans le but d'obtenir une réaction favorable. On peut distinguer 2 types d'éthos dans le communiqué, l'éthos prédiscursif et l'éthos discursif. EDF, entreprise d'État, est le premier fournisseur d'énergie sur le marché français. L'image prédiscursive jouit de ce fait d'un poids et d'une autorité aux yeux des habitants. Mais c'est aussi un ethos de sécurité, de quasi-altruisme, sa mission étant de veiller à ce que la population ait l'approvisionnement nécessaire en électricité. Cet ethos prédiscursif se voit renforcé à travers le ton court, factuel et autoritaire du communiqué qui constitue l'éthos discursif. D'après Barthes, les traits de caractère que l'orateur doit montrer à l'auditoire, peu importe sa sincérité, pour faire bonne impression, ce sont ces airs. L'orateur annonce une information et en même temps, il dit « je suis ceci, je ne suis pas cela ». Pour le jugement de valeur, certains l'accès ont une valeur axiologique, c'est-à-dire qu'il s'applique un jugement de valeur à travers les mots condamne avec vigueur. Une appréciation partielle est ajoutée à son discours qui dévie du ton neutre. Les mots avec vigueur rattachent une amplification au jugement initial du verbe condamne. En exprimant un jugement subjectif dans l'énoncé, EDF confère au discours une marque argumentative qui signale son poids et sa force rhétorique. C'est ainsi qu'elle manifeste sa fermeté et son autorité morale en employant des termes comme intrus, intrusion, effraction, intercepté, infraction, sous contrôle, condamne avec vigueur, a immédiatement été détecté, sont restés en dehors de la zone nucléaire. En conséquence, le cadrage met l'accent sur l'aspect illégal, l'incident et sur l'autorité et le contrôle de la situation qu'exerce EDF. Le choix lexical forme une chaîne textuelle paradigmatique qui répète, souligne et renforce le message d'une action criminelle.
Le texte crée une isotopie de termes apparents qui appartiennent à un même paradigme et qui facilite la cohérence du discours. Allons au communiqué de Greenpeace. Alors, pour le style, d'emblée, GF assume la responsabilité de l'action à mener. Elle ne nie rien, bien au contraire. Dans un langage parfois fleuri, elle dénonce l'incapacité d'EDF, selon elle, en matière de sécurité. Le ton de texte est moins formel que celui d'EDF, mais il garde un aspect sérieux en faisant référence au rapport élaboré par des experts indépendants et de même par la référence à l'autorité de sûreté nucléaire. Le communiqué est rempli de détails et il confronte EDF avec des mordants sur le manque de sécurité autour des piscines d'entreposage de combustible UC. C'est terriblement préoccupant, d'autant plus que EDF reste complètement attentiste ou encore Greenpeace France exige. Ensuite, il y a le rangerisme lexical et les exemples d'amplification qui sont bien illustrés dans l'extrait que je viens de mentionner. L'usage des adjectifs et des adverbes est souvent de façon générale significatif de ce discours hyperbolique. La richesse de détails et le registre de langue moins formelle pourraient être perçus comme des facteurs qui permettraient de s'attirer la confiance du public. Cependant, la manœuvre est risquée. Un vocabulaire aperçu comme étant vulgaire pourrait engendrer l'effet contraire. L'emploi de termes enfumés a pour but de discréditer EDF en affirmant qu'elle ne dit pas la vérité sur la sécurité autour des déchets, du moins pas toute la vérité. Selon le Robert, le mot signifie au registre de langue familière trompé par des mensonges. Donc, EDF est ouvertement accusé de mentir par l'organisation Greenpeace, qui peint une image d'EDF comme un acteur auquel on ne peut pas faire confiance. C'est une marque linguistique forte et elle crée une impression que GF se trouve dans une guerre pour la vérité face à EDF. Donc, la photographie d'une jeune femme en pleine action, juste après la première paragraphe, est symbolique et c'est une marque visuelle forte qui a pour but de montrer au public que les militants ne portent pas de traits de criminels typiques. À contrario, ils ressemblent aux citoyens normaux. Pour le discours délibératif, le compte-rendu de l'action essaye de le faire passer pour un acte nécessaire pour le bien-être de la population en général. Nous reconnaissons là le discours délibératif qui s'adresse aux politiques. Son objectif est de pousser à la décision et l'action, la fin et le bien, de chercher ce qui est considéré comme la solution la plus adaptée à chaque situation. Avoir avec soi l'opinion publique donne du poids aux revendications adressées aux femmes et aux hommes de pouvoir afin de provoquer les réformes réclamées. La combinaison de pathos et de logos, se servir du pathos pour persuader reste un outil contesté. Greenpeace le fait dans un raisonnement combinant la logique et les émotions liées à la peur ou la crainte quand elle défend l'intuition en proclamant que les militants de Greenpeace France sont à nouveau introduits dans une centrale nucléaire, cette fois-ci sur le site de Croix-Maïs, afin de dénoncer la fragilité des piscines d'entreposage de combustible UC. Alors que ces bâtiments sont ceux qui contiennent le plus de radioactivité dans une centrale nucléaire, ils ne sont pas assez protégés face aux risques d'attaque extérieure. Selon Amnesty, ce raisonnement combinant le logos et pathos marque la dimension argumentative versus la dimension rhétorique. La première porte les traits de la justification d'un point de vue à l'encontre de la contestation de celle-ci, alors que la deuxième oriente les façons de penser, de voir et de sentir. GF veut donner l'impression que EDF ne lui a laissé d'autre choix que d'agir. L'organisation a déjà sollicité des réflexions de sûreté sur le site des centrales nucléaires par la remise d'un rapport sur les faiblesses au niveau de sécurité et de même par une intrusion à la centrale de Cattenom. À cause du manque de réponse de la part de EDF, GF se dit alors forcé d'agir de nouveau afin d'alerter sur les risques. Le pathos est l'effet produit sur l'allocuteur, nous rappelle Amnesty. Même si l'orateur est animé par une grande passion, son discours peut quand même laisser le destinataire indifférent. Un orateur trop passionné risque en fait de manquer son but par l'ordre de son discours, qui le rend négligent à la réception de ses paroles chez l'allocuteur. Ce n'est pas parce qu'on est
pas parce que on est investi dans une question, dans une affaire, que l'enthousiasme est transférable aux autres. Il est indispensable que l'interlocuteur se sente concerné par le message communiqué. Le risque d'un accident nucléaire est susceptible de heurter une grande partie de la population et les centrales sont placées à de nombreux endroits sur le territoire, d'où le potentiel de semer la crainte chez beaucoup de gens. Le cadrage est centré sur l'inquiétude de la sécurité des citoyens français. Voilà, je pense que je vais... Il vous faudrait conclure, Anne-Kate. Oui, je vais conclure. Donc, conclusion, texte EDF, le communiqué de EDF ne révèle que le strict nécessaire pour calmer les masses. Il n'invite pas des objections, il est distant. On pourrait presque affirmer que le titre résume le tout en disant que les individus ont été interceptés et ensuite que EDF condamne l'action. Le cadrage se voit bien dans le mot intercepté et condamne. EDF est au contrôle de la situation et en fait un jugement moral. Pour le texte Greenpeace, de sa part, elle réclame tout de suite la responsabilité de l'action menée de leur organisation. Elle dénonce l'incapacité d'EDF, selon elle, en matière de sécurité concernant les déchets radioactifs. Le ton de texte est moins formel que celui d'EDF, mais il garde un aspect sérieux en faisant référence aux rapports élaborés par des experts indépendants et même pour la référence à la SN. L'implicite et le pathos constituent des outils argumentatifs essentiels dans le communiqué. Merci. Merci beaucoup. Un début un peu... C'est la technique. C'est vrai que moi, je n'ai pas les présentations que vous avez envoyées à M. Catellani, donc expliquez ça. Je vais vous demander de justement retirer votre présentation pour qu'on puisse vous voir ainsi que les questions. Et je donne la parole à la salle. Si questions il y a. Est-ce que vous, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions en distanciel? Alors moi, je n'en vois aucune pour le moment. D'accord. Alors moi, j'en ai d'abord une, Anne-Kate. Est-ce que vous avez l'intention justement, alors là c'est vrai, c'est un début de corpus, comment vous allez agrémenter en fait cette analyse? Allez-vous rester justement que sur le communiqué de presse? Allez-vous en analyser d'autres? Comment vous allez ouvrir votre recherche là? Oui, en fait, comme cela, c'est juste une étude de cas, j'ai aussi procédé à des entretiens avec une trentaine d'étudiants repartis sur 4 zones géographiques différentes en France sur la réception de ces 2 communiqués. Alors, comment vous aviez organisé vos focus group là? Je les ai interviewés un par un, donc seul. Je leur ai fait lire le texte EDF en premier, puisque ce texte ne révèle pas qu'il s'agit d'une action de Greenpeace. Et puis ensuite, ils ont pu lire le texte de Greenpeace et donner leurs remarques là-dessus. Excusez-moi, au niveau du choix de ces étudiants, sont étudiants? Comment ça se passe? C'est juste pour comment vous avez votre comme j'étais à Grenoble, à l'université de Grenoble, il y a la professeure Elodie Vargas qui a facilité en fait l'accès à quelques étudiants là qui leur tout simplement demandé s'ils avaient un intérêt à se faire interviewer. Et puis j'ai envoyé des demandes à différentes universités comme quoi il y avait des étudiants qui avaient envie de participer à une étude. Ok, donc est-ce que je peux poser une autre question? Oui, bien sûr. Voilà, excusez-moi, je suis plus côté réception, c'est ce qui m'intéresse aussi. Juste un peu par rapport au choix et à la réception des étudiants de ces 2 textes, avez-vous observé chez eux aussi une forme de mobilisation, de militantisme par rapport justement peut-être à la rhétorique de Greenpeace, par rapport justement à la rhétorique que vous avez donc typologisée en 4 catégories et croisées pour les 2 types de communiqués. Voilà, quelle est cette perception
de la question justement du discours réassurant d'EDF, de tout est sous contrôle, etc., en passant par l'autre intérêt aussi, le renchérissement lexical, comme vous le disiez, de la contre-vérité finalement. En fait, parmi ces 30, la plupart d'entre eux étaient contre le nucléaire. Mais ces différences-là ne s'est pas montrées en fait dans les réactions aux communiqués. D'accord. Il semble que c'était plutôt leur vision du monde, si je peux dire, et s'ils avaient une confiance envers les autorités ou pas. Ils dirigeaient en fait comment ils appréhendaient les communiqués. D'accord. Très bien. Oui, c'est très intéressant et je pense que c'est à creuser aussi. Mais bon, ça, je vous parle de mon côté. Une réaction. Vous avez une question avec l'angoisse. Est-ce que ça a suscité de l'angoisse chez les... Voulez-vous venir, comme ça vous pourrez prendre en effet votre place prochaine. Une question de la salle de notre futur intervenant, notamment M. François-Xavier Hénon. Bonjour, merci pour votre exposé, pour intéressant. J'aimerais juste poser la même question, mais à propos de l'angoisse. Est-ce que ça suscitait de l'angoisse chez les répondants à vos enquêtes? Est-ce qu'ils étaient angoissés ou anxieux suite à l'exposé de Greenpeace? Est-ce que vous pouvez répéter là? J'ai vraiment mal entendu la question. Je voulais simplement demander, est-ce qu'au moment des interviews, les participants exprimaient de l'angoisse suite à l'exposé, soit suite au texte de Greenpeace? Non, en fait, ils ont exprimé une sorte de, je peux dire, gratitude parce qu'ils se disent qu'enfin, il y a quelqu'un qui dit la vérité. Oui, on sait très bien que le nucléaire, il est là, c'est le bénéfice pour beaucoup de raisons. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas tous les risques. Et si c'est si facile d'entrer dans une centrale, il y a quelque chose qui ne va pas et que EDF nous dit pas tout. Il nous cache des choses. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Kate.